Nous reprenons nos travaux en recevant M. Antoine Bilodeau, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Concordia. M. Bilodeau, vous disposez d'une période de 10 minutes. On va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, Madame la ministre et députés de l'Assemblée nationale pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de réagir à votre document de consultation. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, je suis professeur au département de sciences politiques de l'Université de Concordia, mais je suis aussi membre chercheur du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, mais c'est à titre de chercheur individuel que j'apparais aujourd'hui devant vous. Mes recherches portent sur deux axes qui chacun est interpellé par le document de réflexion et la démarche que la Commission poursuit aujourd'hui, soit tout d'abord les réactions de la population d'accueil face à cette immigration et cette diversité ethnoculturelle grandissante, mais aussi, deuxièmement, l'intégration des minorités ethnoculturelles à la société québécoise. Mon propos ce matin portera sur deux constats autour de ces axes de recherche et sur la manière dont le document de réflexion y répond. Ces deux constats portent sur l'existence de ce que je qualifie de deux malaises au sein de la société québécoise. Le premier malaise renvoie à une certaine hésitation des Québécois face à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle. Le second malaise renvoie à un certain sentiment de rejet au sein des minorités ethnoculturelles et religieuses du Québec. Je terminerai en examinant comment le document répond à ces deux malaises. Donc, premier malaise, certaine hésitation des Québécois face à l'immigration et la diversité ethnoculturelle. Le Québec, comme nous le savons tous, a été marqué au cours de la dernière décennie par certains débats qui ont suggéré un certain malaise envers l'immigration, la diversité ethnoculturelle et religieuse au sein de la société québécoise. Il est parfois difficile de mesurer l'ampleur réelle de ce malaise au sein de la population. Lors des audiences de la Commission Bouchard-Taylor, on a d'ailleurs beaucoup parlé du rôle des médias à amplifier cette crise populaire. Mon travail, à moi, est de documenter l'étendue et la profondeur de ce malaise et de tenter d'en expliquer les origines. Nous remarquons au travers un certain nombre d'études que j'ai réalisées avec mon collègue Luc Turgeon de l'Université d'Ottawa au cours des dernières années et que nous poursuivons toujours aujourd'hui, qu'il y a effectivement un certain malaise au sein de la société québécoise, mais qu'il est important de qualifier ce malaise. Une telle qualification est importante si nous voulons mieux comprendre comment répondre à ce malaise au travers de nos politiques publiques, comme celles que vous développez aujourd'hui. Il est tout d'abord important de préciser que nos outils de recherche nous montrent que les Québécois, comme tous les autres Canadiens, sont plus ouverts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans à de hauts niveaux d'immigration. La vaste majorité des Québécois se dit en fait à l'aise avec les niveaux d'immigration actuels. Les Québécois reconnaissent aussi peut-être, encore plus que les autres Canadiens, la valeur ajoutée de l'immigration au point de vue économique. Les Québécois se distinguent par contre des autres Canadiens par leur relation plus ambivalente avec la diversité ethnoculturelle et religieuse. On remarque depuis 25 ans, alors que les Canadiens ailleurs au pays sont de plus en plus à l'aise avec la diversité ethnoculturelle, ce sentiment au Québec, il stagne. Nos indicateurs ne montrent pas de baisse, ce qui est déjà très bien, mais ils ne montrent pas de hausse non plus, alors qu'on remarque une telle hausse dans le reste du pays. Là où les Québécois se distinguent le plus, par contre, concerne davantage leurs opinions quant aux faits religieux, que ce soit en ce qui a trait principalement à la place de la religion dans nos espaces publics, ce que nous appelons ici au Québec les accommodements religieux ou même les accommodements raisonnables. Quelles sont les origines de ce malaise, brièvement? Quelques faits ressortent qui sont importants de mentionner quand on essaie de comprendre les origines. Tout d'abord, ce sont les francophones québécois qui sont le plus mal à l'aise, plus que les allophones, mais aussi plus que les anglophones. Donc, ils sont mal à l'aise ou plus mal à l'aise envers cette diversité ethnoculturelle grandissante. Deuxièmement, on remarque que les Québécois qui se disent préoccupés par la survie de la langue française au Québec sont particulièrement ou plus hésitants face à cette diversité ethnoculturelle grandissante. Troisièmement, nous observons que les Québécois se disent particulièrement préoccupés par l'impact de l'immigration sur la culture québécoise. Beaucoup plus que les autres Canadiens peuvent se dire préoccupés par l'impact culturel de l'immigration, que ce soit sur leur province ou sur l'ensemble du Canada. Ces trois observations, il me semble, nous renvoient toutes à une insécurité linguistique et culturelle qui est en fait un trait marquant de la société québécoise depuis peut-être ses débuts. Donc cette peur de disparaître, si ancrée dans la culture québécoise, semble venir façonner nos rapports à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle. Toute politique d'immigration, d'intégration ou d'inclusion
doit donc prendre en considération cette réalité incontournable de la société québécoise. C'est d'abord en ce sens que le Québec, et c'est un point que je vais développer plus tard, que le Québec a besoin de se doter d'une politique officielle d'interculturalisme qui soit soutenue et promue afin qu'elle devienne un moment symbolique fort de ralliement des Québécois à la diversité ethnoculturelle. Second malaise maintenant, qui concerne un faible sentiment d'attachement et d'acceptation au sein des minorités ethnoculturelles à la société québécoise. Ce malaise, il est un peu plus discret, alors qu'on aborde souvent la question des relations des Québécois avec l'immigration et la diversité ethnoculturelle. Nous parlons généralement peu dans les débats publics et dans la recherche des relations que les minorités ethnoculturelles, elles, développent avec le Québec. Cette seconde perspective est pourtant tout aussi importante que la première. Mes recherches démontrent que les immigrants et les minorités ethnoculturelles développent un rapport au Québec qui est distinct du rapport que les autres Québécois entretiennent avec le Québec, à plusieurs égards. Il semble aussi que les minorités ethnoculturelles au Québec développent une relation avec le Québec qui soit distincte de celle que les minorités ethnoculturelles ailleurs au pays développent avec la société d'accueil, le Canada. Tout d'abord, on remarque que les minorités ethnoculturelles sont davantage attachées au Canada qu'au Québec. Si ce constat peut sembler aller de soi ou être pas surprenant, il est important de mentionner que cette relation n'est pas observée chez les autres Québécois, où l'attachement est plus fort envers le Québec qu'envers le Canada. Il est particulièrement important de mentionner qu'ailleurs au Canada, les minorités ethnoculturelles ne sont pas plus attachées au Canada qu'à leur province, ou à peine. Deuxièmement, nous observons que les minorités ethnoculturelles au Québec se sentent davantage acceptées par le Canada que par le Québec. Alors que 30 des minorités ethnoculturelles auxquelles nous avons parlé se disent se sentir faiblement acceptées par le Québec, cette proportion n'est à peine que de 10 en ce qui a trait au sentiment d'acceptation par rapport au Canada. De plus, ailleurs au Canada, les minorités ethnoculturelles se sentent également acceptées par le Québec, par le Canada, que par leur province. Donc au Québec, il y a un écart, mais pas ailleurs au pays. Il n'y a donc qu'au Québec que les minorités ethnoculturelles se disent moins acceptées par leur province que par le Canada. Des deux points que je viens de mentionner, l'attachement et le sentiment d'acceptation, il me semble que le sentiment d'acceptation est plus important parce qu'on peut le concevoir comme un moteur de l'intégration. Il est important de comprendre que ce faible sentiment d'acceptation a des conséquences importantes sur la participation des minorités ethnoculturelles au Québec. Le document fait d'ailleurs mention, à juste titre, de l'importance de la participation des minorités ethnoculturelles. Mes recherches montrent qu'un faible sentiment d'acceptation entraîne un plus faible engagement politique, que ce soit par l'importance accordée aux élections, le sentiment du devoir de voter, la satisfaction envers la démocratie ou encore, ultimement, l'attachement au Québec. Nous pouvons discuter des raisons de cette différence entre le Québec et le reste du pays. Il n'en demeure pas moins que le Québec, qui aspire à être une communauté d'accueil, ne réussit pas à créer ce lien avec les Néo-Québécois comme le reste du pays parvient à le faire. Il est pour le moins paradoxal qu'alors que le Québec dispose plus que n'importe quelle autre province des outils nécessaires afin de choisir, accueillir et soutenir les Néo-Québécois dans leur nouvelle vie au Québec, il échoue davantage que les autres provinces à créer ce lien d'attachement et d'acceptation avec les minorités ethnoculturelles. On pourra revenir un peu plus tard, si vous voulez, sur les origines de ce deuxième malaise. Mon dernier point concerne donc le document de réflexion en tant que tel, et plus particulièrement sous l'angle de cette question. Est-ce que cette proposition, ce document, devant mener à une nouvelle politique d'immigration, a les moyens, la capacité de répondre et d'outrepasser ces deux malaises? Tout d'abord, je tiens à dire que le document me semble très complet. Je le trouve très bien étoffé. On sent le désir de ratisser large, d'adresser un grand nombre de défis en lien aux questions d'immigration, autant en ce qui a trait aux préoccupations des nouveaux arrivants, de leur intégration, mais aussi aux préoccupations de la population d'accueil en lien avec la transformation du visage du Québec. Le document me semble aussi bien équilibré. On sent la tension entre le désir d'assurer une inclusion et une participation de qualité pour les immigrants et de rassurer et d'apaiser la population d'accueil dans ses inquiétudes et hésitations face à l'immigration. Donc, il y a cette tension et on sent vraiment le désir d'accommoder les deux pôles de cette tension-là. Donc, il est bien équilibré à cet effet-là. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cela est suffisant? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce qu'au-delà des longues listes de constats et d'intentions qui sont fort justifiées,
il manque au document ce qui me semble le plus important, soit la proposition d'un moment symbolique fort et rassembleur. Bien que le document stipule explicitement, à la page 2, et je cite, « L'approche interculturelle n'a encore jamais fait l'objet d'une exposition gouvernementale complète et cohérente. La nouvelle politique aspire à combler cette lacune. » Malgré cette citation dans le document, on cherche quand même encore le moment fort où l'interculturalisme sera posé et assumé comme modèle officiel et unificateur. Pour ce faire, la nouvelle politique doit être plus explicite, mais aussi plus fière de cet interculturalisme qui semble pour le moment un peu perdu dans ce long document. Au-delà de ce document, l'interculturalisme devra être mis en pratique, ce sera une étape ultérieure de vos consultations, j'en suis sûr, comme c'est déjà le cas dans certains programmes scolaires. Plus encore, l'interculturalisme devrait être promu et célébré. C'est la seule façon, à mon avis, de créer un moment symbolique fort. C'est la seule manière d'espérer pouvoir répondre aux deux malaises auxquels je viens de faire référence dans mon exposé. Merci. Merci. Merci, M. Bilodeau. Nous allons maintenant débuter la période d'échange en débutant avec la ministre. Allez-y. Oui, bonjour et bienvenue, M. Bilodeau. Merci beaucoup pour votre intervention, votre présentation. Il y a beaucoup de matière là à réflexion, mais aussi beaucoup de matière qui peut nous amener à des actions très concrètes. Et dans vos études, peut-être on va essayer de bien comprendre les différences entre les attitudes au sein même du Québec, entre les différentes régions, quand on parle des banlieues, les régions, Montréal. Donc, vos études montrent des différences. Vos études montrent des différences entre les jeunes, l'attitude des jeunes, les jeunes en banlieue, les jeunes à Montréal, les jeunes en région, pour bien comprendre les actions qu'on devra prendre, soit au sein, parce qu'on a bien, avec la Ville de Montréal, je pense que vous étiez ici, vous avez entendu, c'est vraiment, on écoute la Ville de Montréal, c'est un modèle de ville qui affiche fièrement sa fierté, qui agit, qui veut agir sur tous les fronts et veut être un mobilisateur et est un mobilisateur. Évidemment, ça fait chaud au cœur d'entendre les représentants de la ville parler, mais je vous dirais que d'autres villes aussi qu'on a entendues, ils jouent un rôle important. Alors, avant d'arriver sur les actions, peut-être revenir sur ces différences, même ici. Qu'est-ce qui explique ces différences régionales? Et même, vous parlez entre la communauté les anglophones ou les anglophones, les francophones. Bon, est-ce que c'est plus par région? C'est plus parce que c'est à Montréal? Ou mieux comprendre? Merci pour la question, Madame la ministre. D'accord, je pense que c'est important peut-être de qualifier. Oui, il y a des différences régionales. J'en ai pas parlé dans mon exposé. Dans une étude qui est parue au mois de juin dernier, on observait effectivement des différences quand même assez marquées entre les diverses régions du Québec. Et on remarquait, un peu, vous faisiez allusion à la présentation d'avant de la Ville de Montréal, que c'est effectivement à Montréal où, et notre étude ne portait que sur les francophones du Québec, et que c'est à Montréal que les francophones se sentent le moins insécures face à l'immigration. Et contrairement à ce qu'on peut croire des fois dans la dynamique médiatique, ce ne sont pas les centres éloignés de Montréal qui sont les plus insécures face à l'immigration, mais on observait plutôt que c'était la périphérie de Montréal. Donc, ce que certains ont appelé dans d'autres contextes nationaux, dont en France et en Suède et un peu aux États-Unis, si je me souviens bien, l'effet halo. C'est-à-dire que souvent, ce ne sont pas les gens qui vivent directement avec la diversité qui sont le plus insécures, ce ne sont pas les gens qui vivent très loin de la diversité, mais c'est les gens qui en vivent à proximité, mais une proximité assez éloignée. Donc, si on peut essayer de qualifier ou de comprendre les origines de ça, ça s'explique beaucoup souvent par la qualité du contact qui s'établit entre les gens issus des minorités de la diversité ethnoculturelle et la majorité de la population. Les gens à Montréal ont beaucoup d'opportunités de développer des contacts de qualité, d'échanges quotidiens. Les gens des régions éloignées, pour la plupart, la diversité ethnoculturelle demeure une réalité souvent abstraite, donc peu menaçante, alors que dans la périphérie de Montréal, on sait qu'il y a un très haut taux de niveau de va-et-vient avec l'île pour le travail souvent. Donc, on voit la diversité, on réalise qu'elle est là, mais on n'a pas nécessairement l'opportunité toujours de développer un contact qui est de plus grande qualité afin d'atténuer ce sentiment de menace-là. Donc, c'est la périphérie de Montréal où le sentiment de menace était le plus aigu et à Montréal où il était le plus faible. Comme vous faisiez référence, on a aussi remarqué des différences marquées entre les groupes générationnels de chacune des régions. Et en fait,
fait intéressant, ce qu'on remarquait, c'était qu'il n'y avait aucune ou à peu près aucune différence régionale quand on regardait les générations qui étaient nées avant 1970. Donc, si on est né au Québec dans les années 60, 50 ou 40, qu'on soit à Montréal, en région éloignée ou en périphérie de Montréal, on avait sensiblement les mêmes attitudes envers l'immigration au Québec. Là où il y avait des grandes différences, c'était les générations nées après 1970. Et là où les différences émergeaient le plus était dans la périphérie de Montréal. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'étaient pas les gens les plus âgés, mais c'était les gens les plus jeunes de la périphérie de Montréal qui étaient le plus insécures envers l'immigration. Et évidemment, on ne pouvait pas le démontrer, mais une des hypothèses les plus importantes sur laquelle on mettait l'emphase était le rôle clé que la loi 101 a joué à partir des années 1970 pour favoriser ce vivre ensemble-là au niveau de la ville de Montréal, où les enfants issus de l'immigration et les autres Québécois se sont tous mis à se côtoyer sur les bancs d'école. Évidemment, la loi s'appliquait partout au Québec, mais la diversité n'était pas également présente au Québec, et donc les gens des périphéries ont eu une moindre opportunité de développer une plus grande familiarité avec les gens issus de l'immigration. Donc, la réponse à ça, c'est la connaissance de l'autre, encourager les contacts, les relations interculturelles, un peu comme la Ville fait, par des programmes de sport, de culture et de promotion. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du rôle des villes, les élus, le maire, pour mobiliser un peu ces contacts et ces relations. On parle beaucoup le désir des régions, des besoins en région de main-d'œuvre. Alors, votre analyse va être très utile pour la suite des choses. Vous parlez d'un geste fort en matière d'interculturalisme. Et je pense que, si je comprends bien, même au moment de l'accueil, on a besoin d'un geste fort pour que les gens sentent un attachement au Québec et que le Québec montre un attachement à cette diversité, cette relation bilatérale. Est-ce que je comprends bien, et que nous, comme gouvernement, vous recommandez un geste fort pour officialiser, je pense bien, mais mettre en pratique ce modèle unique d'accueil et d'intégration qui est l'interculturalisme? Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Mais je veux juste qualifier. C'est un moment symbolique fort dont le Québec a besoin. Et à cet effet, je dirais qu'il faut le mettre en parallèle avec le gouvernement fédéral, qui a eu au moins 3 grands moments symboliques forts depuis les années 70, soit la politique de multiculturalisme en 1971, la Charte et son article sur le multiculturalisme, l'article 27, mais aussi la politique canadienne de multiculturalisme en 1988, qui sont 3 moments clés, forts, symboliques, qui laissent peu de marge à l'interprétation sur la position du gouvernement fédéral en matière d'immigration et de diversité ethnoculturelle. Donc, c'est ce genre de moments forts, symboliques, comme ça, que le Québec a besoin. L'interculturalisme se discute depuis longtemps. C'est très compliqué de savoir ce que ça veut dire. Les experts en débattent encore. Alors, imaginez le public et les nouveaux arrivants. Mais je veux juste dire que vous parlez d'un moment symbolique fort au niveau de l'accueil, absolument. Mais on a besoin d'un moment symbolique fort, pas seulement pour les nouveaux arrivants. C'est un moment symbolique fort pour l'ensemble de la société québécoise dont on a besoin. Les gens qui sont nés ici, qui soient membres d'une communauté ethnoculturelle ou non. Donc, ça s'adresse autant aux groupes majoritaires qu'aux groupes minoritaires. Et à cet effet-là, j'étais un peu déçu de voir le titre de votre document, et j'essaie de le retrouver, qui s'intitule « Un Québec interculturel, pluriel et inclusif ». Et pour moi, ça, c'est un peu ce qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire, pourquoi, oui, je comprends l'inclusif et je comprends le pluriel, mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas seulement être la politique d'interculturalisme du gouvernement québécois? Et ça me semblerait beaucoup plus puissant au niveau symbolique d'envoyer un message clair des principes qui sont dits. Et il y a aussi une espèce de timidité dans le document à vouloir affirmer quels sont les principes. C'est un long document, j'en conviens, mais il y a un moment qui m'a assez marqué dans le document, et je crois que c'est moi retrouvé à la page 13, je crois. Attendez, non, où ils ont dit, oui,
À la page 13, on dit « L'interculturalisme québécois ne se réduit pas à la seule dimension de la participation. Cependant, il s'agit peut-être de celle qui nécessite le plus une réaffirmation et qui requiert un engagement partagé, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion sociale. » Et c'est assez paradoxal que cette affirmation si importante sur les principes guidant l'interculturalisme soit présentée d'un point de vue défensif. On est sur la... Oui. Et donc, on a besoin d'une affirmation qui soit positive et qui s'assume au lieu d'être... On sent qu'on se défend dans le document au lieu d'affirmer quelque chose. Bien, justement, c'est un document de consultation. Ce n'est pas le document... là, on pose des questions, puis on reçoit vos commentaires avec beaucoup d'ouverture parce que, justement, beaucoup se sont intéressés à la question « Comment aller plus loin? » Alors, on vous écoute. C'est un document de consultation. Le titre ne présage pas les actions à venir. Alors, tout ça pour vous dire, on vous entend, je vous entends. Et ça m'amène à la présentation de M. Gérard Bouchard, qui a beaucoup parlé aussi d'interculturalisme avec M. Taylor. Et pour M. Bouchard, l'insécurité, vous l'avez mentionné, puis ça, dans vos études, on le voit bien, l'insécurité des Québécois en général par rapport à l'identité québécoise, la langue française, la pérennité du fait français en Amérique du Nord. Et il nous demande de regarder le rapport majorité-minorité. Il revient beaucoup sur cette question-là et pour rassurer la majorité, il faut parler en ces termes, très, très ouvertement, pour rassurer la majorité. C'est un langage qui ne fait pas consensus. Quand on parle aux jeunes, les jeunes, généralement, sont pas tellement chauds à parler en ces termes-là. Mais on écoute ses commentaires. C'est un homme avec beaucoup d'expérience et un grand intellectuel. Et il dit que si vous ne le mettez pas en ces termes-là, vous n'allez pas aller rechercher le problème précis. Et il parle beaucoup de l'histoire aussi, l'histoire du Québec et ses rapports majorité-minorité. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Je pense que vous mettez le doigt sur... probablement un des défis les plus grands dans la formulation de cette politique d'interculturalisme. Et comment gérer cette dualité? Parce que oui, la politique d'interculturalisme s'inscrit dans cette notion d'insécurité. Et je comprends, et là je suis un grand fan, je m'excuse l'expression anglophone, des travaux de Gérard Bouchard, mais je ne suis pas certain que pour l'avenir, l'utilisation de ce langage majorité-minorité soit le plus porteur d'un rassemblement de tous les Québécois. Je crois que l'emphase doit être mise sur des principes comme la langue française, des valeurs communes, un vivre ensemble, mais l'utilisation, particulièrement si elle était formelle dans un document comme une politique, des expressions majorité-minorité ne me semblent pas porteurs de ce rassemblement autour de la politique. Il faut qu'un jour, les gens cessent d'être soit juste des membres de la majorité ou de la minorité et qu'ils soient tout simplement québécois. Il reste combien de temps? 6 minutes. 6. Si vous, donc, vos grandes recommandations pour promouvoir l'ouverture à l'autre, donc ce serait de privilégier des contacts. Dans les écoles, le rôle des écoles, on a beaucoup parlé du rôle des écoles. Je vous dirais que peut-être c'est le lieu qui émane de ces consultations comme le lieu privilégié. Donc, comme vous le disiez, dans certaines régions, le contact est moins facile parce qu'il y a moins d'immigration. Beaucoup de gens veulent l'immigration. Ça, c'est l'aspect très positif de ces consultations. C'est un souhait généralisé qu'on puisse trouver des façons de faire ce pont. Alors, donc, on écoute bien ça. Mais est-ce que vous avez d'autres... Peut-être la culture aussi, on en a moins parlé, mais il y a on évoque la Ville de Montréal, je pense que la culture a un rôle important à jouer, mais des recommandations, peut-être aussi l'éducation par rapport aux droits, le racisme, la discrimination, la deuxième génération. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur ces questions-là, de discrimination carrément. Là. La Commission des droits de la personne est venue en parler, d'autres aussi. Les gens n'hésitent pas à utiliser le mot. Même le secteur des entreprises, le Conseil du patronat a évoqué ce problème dans plus de manque de contact ou de méconnaissance. Apprivoiser la différence. Est-ce que vous avez sur un plan d'action ou des actions à privilégier? Peut-être 2 points. Je pense que vous soulevez beaucoup de pistes importantes. Je vais revenir rapidement sur le rôle de l'école.
Je pense qu'effectivement, tous les intervenants qui sont venus et autres qui mettent l'emphase sur l'école, à mon avis, ont raison. Là où le défi de l'école se pose, en fait, il est double. Le problème, c'est on sait tout d'abord que l'école publique est saignée d'année en année, que les gens délaissent l'école publique pour s'en aller de plus en plus à l'école privée. Mes enfants sont tous à l'école primaire et on le vit. Année après année, on voit le nombre d'élèves qui choisissent l'école privée au lieu de l'école publique. Donc, évidemment, là, il y a une bifurcation où tous les Québécois ne se rassemblent pas au niveau de l'école publique à un certain niveau, surtout rendu à l'école secondaire. Le deuxième problème par rapport à l'école, évidemment, on a tous un pouvoir limité là-dessus, c'est l'exode des francophones de la ville de Montréal depuis 20-25 ans, où malheureusement, la cohabitation entre les Québécois de toutes origines ne se fait peut-être pas autant qu'elle se pourrait si les francophones étaient davantage restés à Montréal. Bon, on ne peut pas forcer les gens à vivre à un endroit ou à un autre, mais je crois qu'il faut se poser sur cette question-là. L'école est primordiale, mais sa capacité à agir est plus localisée géographiquement. Donc, s'il n'y a pas de diversité, on peut difficilement apprendre le vivre ensemble à l'école. Donc, je vais revenir peut-être en terminant sur le facteur de la discrimination. Oui, combattre la discrimination est primordial et à cet effet, les études que j'ai réalisées montraient, on a parlé un peu du sentiment d'acceptation plus tôt dans mon exposé, qui est les trois facteurs les plus importants pour comprendre si les Québécois membres des groupes ethnoculturels se sentaient acceptés par le Québec. En fait, ils étaient trois. Le premier, pas nécessairement en ordre d'importance, était les attentes économiques. C'est-à-dire que tant qu'ils gardent un espoir d'une vie économique meilleure, leur sentiment qu'on veut d'eux dans la société québécoise est élevé. Mais quand ils commencent à perdre cet espoir-là, alors nécessairement, le sentiment de rejet s'installe. Le deuxième était spécifiquement les expériences discriminatoires. C'est-à-dire qu'on voyait que plus les expériences discriminatoires étaient perçues comme étant fréquentes, plus faible était le sentiment d'acceptation. Et c'était vraiment une relation linéaire qui n'était pas... Plus c'est fréquent, plus le sentiment de rejet était fort. Et finalement, parce que ça fait aussi beaucoup partie du document et des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la commission, l'usage de la langue française était le troisième et le plus important facteur pour déterminer le niveau du sentiment d'acceptation. C'est-à-dire que les Québécois membres de groupes ethnoculturels qui utilisent le français dans plusieurs sphères de leur vie sont ceux qui se sentent le plus acceptés par la communauté québécoise. Et quand on n'utilise pas le français, que ce soit à la maison, au travail ou avec les amis, le sentiment d'acceptation baisse. Et je mets l'emphase sur le point ici qu'on ne parle pas de la connaissance du français, mais bien de l'usage, qui sont deux choses complètement différentes. Parce qu'on peut être parfaitement bilingue ou trilingue, mais utiliser principalement une seule langue. Et notre étude montrait ici l'effet de l'usage de la langue, au-delà de la francisation de la compétence linguistique. Merci beaucoup, M. Bilodeau, et je cède la parole à mon collègue Darcy McGee. Merci, M. le Président. Une minute, M. Bilodeau, je garderai ça simple. Et je trouve très intéressant votre description des deux malaises. Il me semble que c'est au cœur de débat, finalement. Et je conviens avec vous qu'on est plutôt discret en ce qui a trait de notre débat public sur la deuxième malaise. J'aimerais vous inviter de nous parler du pourquoi de ça, parce que je trouve que si on est pour développer la politique idéale, nous avons à confronter cette deuxième problématique. Merci pour la question. Je pense qu'en fait, beaucoup d'éléments de réponse ont déjà été fournis dans mes derniers propos par rapport à l'expérience des attentes économiques, la discrimination, l'usage du français. On remarque aussi que le sentiment d'acceptation par rapport au Canada est beaucoup déterminé par les attentes économiques et par l'expérience discriminatoire. De la même façon, donc les facteurs qui structurent la relation au Québec sont les mêmes qui structurent la relation au Canada. Mais là, une des grandes différences qui s'expliquait par ce fait que les minorités se sentent plus acceptées par le Canada que par le Québec s'explique en grande partie par les différences d'usage linguistique. C'est-à-dire que au Québec, par rapport au Québec, quand on parle le français, on se sent fortement accepté. Ce ne sont pas tous les groupes, tous les membres des groupes ethnoculturels minoritaires qui utilisent le français. Et on voyait par ailleurs que la langue n'a aucun effet sur la relation avec le Canada. Qu'on parle français ou anglais, une autre langue à la maison, le sentiment d'acceptation par rapport au Canada était le même. Mais on commence en fait les travaux sur ça. Comme je disais, ce n'est pas tout le monde, c'est aussi nous qui commençons seulement à regarder ça.
et on n'est pas à même encore de donner une explication complète. Mais c'est sûr, c'est plus difficile à démontrer empiriquement, mais ça fait plus de sens de penser qu'il y a deux malaises. Hein? Donc, ce sont pas deux groupes, mais ce sont des minorités et des groupes majoritaires qui se parlent, qui se regardent. Un est mal à l'aise, l'autre est mal à l'aise. Donc, c'est une dynamique interrelationnelle entre les deux communautés. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Bourget. Merci, M. le Président. M. Bilodeau, soyez le bienvenu et merci pour cette contribution. Vous ouvrez des pistes de réflexion de manière fine et chirurgicale, et je pense que le propos que vous tenez ici devrait nous inciter à travailler davantage quant à la réflexion qui nous engage en matière d'intégration surtout. Nous avons tendance, en tant qu'humains, d'où que nous venions, de fuir ce qui peut faire problème dans une communauté aussi diverse que la nôtre, en l'occurrence, parce qu'on n'a pas envie de faire face à certaines réalités. Mais ça prend du courage. Et en tant qu'élus, je pense que nous devons nous donner ce courage-là, aller au fond des choses. Et je pense que les questions que vous posez ici aujourd'hui nous amènent justement au fond des choses. Parlant de signes symboliques forts, le Québec a des croûtes à manger, pour utiliser une expression populaire, face à la concurrence fédérale, parce que on considère que nous avons, entre le Canada et le Québec, deux modes d'intégration, deux modèles d'intégration bien distincts. Au Canada, on a adopté le multiculturalisme. Au Québec, depuis 25 ans, verbalement, théoriquement, on parle d'interculturalisme, mais le pouvoir politique n'a pas eu, disons, la sagesse de lui donner un sens en termes de forme et de contenu, ce qui fait que moi, immigrant, et je suis bien placé pour prendre mon exemple, je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps, 23 ans, quand je me présente à l'ambassade du Canada, on me donne un tel document. Et ce document me parle du Canada, il ne me parle pas du Québec. Ou du moins, ce qui concerne le Québec se résume au plan significatif. Le Québec compte près de 8 millions d'habitants, dont la vaste majorité est installée sur les rives du fleuve Saint-Laurent ou tout près. Plus des 3/4 des habitants du Québec ont le français comme langue maternelle. On ne me dit pas que le français est la langue publique commune, la langue officielle du Québec. Ça fait consensus entre ce que M. Bourassa, Feu Bourassa, a initié et ce que Camille Lorrain a rivé dans l'inconscient collectif québécois. Je reviens sur la compétition multiculturalisme, interculturalisme. La deuxième page, on me donne des citations mémorables. Il y en a 2 dans ce document, fort symbolique, parce que c'est ma première rencontre avec le Québec, mais dans les faits, c'est avec le Canada. C'est Sir Wilfrid Laurier qui dit, ici au Canada, je veux que le marbre demeure le marbre, que le granit demeure le granit, que le chêne demeure le chêne, et avec tous ces éléments, je bâtirai une nation grande parmi les nations du monde. C'est possible. Mais force est de constater que cette métaphore nous amène tout droit au multiculturalisme. Restez ce que vous êtes. D'ailleurs, c'est le discours qu'on m'a tenu à Paris quand je venais. Vous êtes une richesse. Ce que vous apportez individuellement au plan culturel, au plan identitaire est une richesse. Donc ça conforte ça. On ne parle pas ici de valeurs communes.
comme l'indique notre charte. On ne parle pas ici de la nécessité du vivre ensemble sur la base de ces valeurs communes. Monsieur Diefenbaker dit, c'est l'autre citation, « Je suis Canadien, un Canadien libre, libre de m'exprimer sans crainte, ça c'est parfait, libre de servir Dieu comme je l'entends, libre de servir Dieu comme je l'entends, libre d'appuyer les idées qui me semblent justes. » On n'est pas dans le commun, là. On est dans autre chose. Donc, à partir du moment où je suis habité, moi, par cette philosophie, qui n'est pas objectivement désagréable, mais qui l'est, qui est antinomique avec les aspirations, même au plan des valeurs communes, au plan de l'identité linguistique du Québec, antinomique, je disais, comment dire, quels sont les palliatifs auxquels on devrait, sur lesquels on devrait travailler pour, disons, montrer un double visage au niveau de la frontière. Pas seulement, une fois qu'on arrive ici, au terme de 3 années, aller se retrouver à prêter serment d'allégeance à la reine d'Angleterre. Et ça aussi, c'est un symbole très fort, mais on pourra y revenir. Je reviens sur la première question, comment est-ce qu'on peut rivaliser avec une telle représentation? Notons au passage que nos représentations diplomatiques, on est en train de les fermer pour cause d'austérité un peu partout à travers le monde. Donc comment est-ce que, et d'ailleurs, autre parenthèse, le nouveau visage de la diplomatie canadienne est un unilingue anglophone, ça vient pas aider la cause du Québec. Comment est-ce qu'on peut rivaliser avec ça? Merci. La première façon, c'est d'offrir ce moment symbolique fort ici. Avant de pouvoir l'offrir ailleurs, dans les documents, il faut qu'on soit clair où nous, on se situe. Et c'est évident que, quand on parlait des sources de ce double malaise, c'est évident qu'il y a une attirance probablement plus naturelle vers le modèle fédéral, non seulement parce qu'il est fort, symboliquement, mais parce qu'il se présente comme étant un modèle qui est plus flexible dans la recherche identitaire. Il est multiculturel, il a la diversité au cœur de l'identité canadienne, il prône le bilinguisme. Donc, ce sont des moments symboliques forts qui sont aussi probablement très attrayants pour quelqu'un qui arrive ici parce qu'ils sont très ouverts, très flexibles. Si le Québec propose un modèle où il y a des valeurs communes, il y a une langue qui unit tous, évidemment, déjà en partant, c'est un modèle qui peut sembler plus rigide, moins flexible que le modèle canadien. Mais en plus de cette rigidité, et quand j'utilise le mot rigidité, ce n'est pas péjoratif du tout. Je crois en ces principes, mais ils paraissent rigides en parallèle du modèle fédéral. Donc, si déjà le modèle qu'on met de l'avant est peut-être un peu moins flexible que le modèle fédéral, mais qu'on ne le prône pas symboliquement de façon forte et claire, on lutte à armes inégales ici. Toute la place est laissée au gouvernement fédéral. Il y a très peu de place ou de rôle joué dans le gouvernement du Québec. Et comme je le disais plus tôt, c'est d'autant plus paradoxal que c'est le Québec qui se veut une société d'accueil. On est ici dans l'Assemblée nationale, on n'est pas à l'Assemblée législative provinciale. Le Québec a signé des accords importants en matière d'immigration, a des pouvoirs que personne d'autre ou presque a en matière de sélection, d'accueil des immigrants. On demande aux immigrants d'adhérer aux valeurs communes, on se dit une société distincte. On a tout ça, mais on n'a pas notre politique officielle d'accueil et de gestion de la diversité. Donc, c'est comme ça qu'on répond, tout d'abord. Ensuite, est-ce que ça prend la forme d'un document parallèle ou pas? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais je vais répondre à la deuxième partie par rapport au document international sous un autre angle. Une des choses et je n'ai pas tous les détails en tête, vers la fin du document, on parle d'une approche beaucoup plus autonomiste, je crois, de l'immigrant qui a un plus grand rôle à jouer par lui-même pour venir au Québec et qui a accès à des documents puis tout ça. Cette approche-là me préoccupe un peu parce que elle me semble aller à l'encontre de ce que je vous propose ici d'un moment symbolique fort. Et pour un peu illustrer le propos, je vais faire référence aux travaux d'une collègue à l'Université de Berkeley en Californie qui a travaillé sur la différence de taux de naturalisation entre le Canada et les États-Unis. Et elle disait que la valeur ajoutée
du modèle canadien, ici, qui était pour elle le multiculturalisme, était cette main tendue aux nouveaux arrivants. En comparaison, le modèle américain proposait un modèle individualiste autonomiste. C'est-à-dire que vous voulez venir aux États-Unis, vous voulez devenir américain par la suite, ben arrangez-vous. Vous êtes des individus comme n'importe quelle autre personne qui veut devenir un citoyen américain. Prenez vos responsabilités et organisez-vous. Alors que le modèle canadien, lui, tendait la main, travaillait de concert avec les organisations ethnoculturelles pour promouvoir la citoyenneté canadienne, pour organiser des séances de formation pour l'obtention de la citoyenneté canadienne et un support, donc support financier et logistique, mais aussi une main tendue symbolique. Et c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet quand je vois, comme je dis, j'ai pas en tête toute l'ampleur de cette proposition-là, mais cette approche qui se veut un peu plus autonomiste, elle me préoccupe. Parce qu'elle va directement à l'encontre de ce que je crois que nous devons faire, c'est-à-dire proactivement aller vers les migrants qui soient ailleurs, mais qui soient ici aussi, et tendre cette main de bienvenue. Donc, je suis d'accord avec vous, on a besoin d'un document à l'international qui prône le Québec et la place du Québec et la société québécoise. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Bilodeau. Si vous voulez bien, on va retourner sur le rapport majorité, minorité, interculturalisme. La première de mes questions, c'est, il y a beaucoup de groupes qui sont venus parler du concept d'interculturalisme, mais il y a peu de gens qui le définissent concrètement, ce en quoi il consiste. Je vous poserai la question suivante. Pour vous, quelle est votre définition de l'interculturalisme ou que devrait-on y retrouver dans ce concept d'interculturalisme québécois? C'est une très bonne question et on pourrait faire une recension de tous les écrits sur ce que constitue ce modèle interculturaliste et je crois qu'il serait difficile à identifier. Je crois qu'il s'inscrit tout d'abord dans l'existence d'une culture commune, d'une réalité linguistique majoritaire, francophone, et de la nécessité d'échange entre les groupes en vue de bâtir cette culture commune-là. Ce sont les éléments essentiels. Beaucoup d'autres éléments, la participation, sont mentionnés dans le document. En fait, ils sont mentionnés dans le document. Mon problème, c'est qu'ils ne sont pas mis à l'avant-plan de façon assez forte. Okay? Et donc, c'est ça. Mais à bien des égards, en fait, si vous lisez un peu, parce qu'il y a des débats, il y a même des gens qui disent que l'interculturalisme et le multiculturalisme sont la même chose. Je ne crois pas qu'ils soient exactement la même chose, mais je crois qu'ils sont relativement assez proches à bien des égards. Pour moi, la différence fondamentale entre les deux est une question de discours. La politique des multiculturalistes, oui, elle met beaucoup l'emphase sur la mosaïque, ce que l'interculturalisme ne fait pas. Et je crois que c'est une des différences fondamentales. Mais si vous référez à certains des écrits de Will Kimlicka, qui était un qui a proposé fortement ce modèle-là, on va voir que même à un certain moment, dans les années 1980, fin des années 1990, il prône le virage du modèle multiculturalisme vers le modèle interculturaliste. Et la différence entre les deux modèles se veut, de un, que le modèle interculturalisme dicte plus explicitement, les limites de ce vivre ensemble-là et l'emphase sur la culture commune, mais il dicte aussi, ou il cite explicitement l'existence de cette culture commune-là. Alors que dans le multiculturalisme canadien, tout le monde va s'entendre pour dire qu'elle existe, cette culture commune-là dominante, mais elle est anglo-canadienne. Et elle sert de pôle d'attraction et de convergence, qu'on parle d'intégration ou d'assimilation. Elle existe, la dynamique, elle est là, elle existe. Le modèle québécois, lui, mais il la nomme pas, alors que le modèle interculturalisme la nomme. Et à bien des égards, c'est une des différences fondamentales entre les deux. Mais dans le contexte canadien, la politique d'interculturalisme a besoin de nommer ce pôle de convergence-là, qui est la culture québécoise. Vous dites, une des différences, c'est la culture commune, qui est dans le concept d'interculturalisme. Cette culture commune-là passe, entre autres, par l'usage de la langue française, mais aussi nécessairement par les valeurs communes. Il y a eu un débat, la Commission des droits de la personne disait, les valeurs démocratiques communes, les valeurs démocratiques, est-ce que pour vous, ça contient ces valeurs-là et quelles sont les valeurs communes? Bien, les valeurs communes de base, vous les avez nommées, ce sont les valeurs démocratiques. C'est l'usage de la langue française, mais c'est aussi ça peut sembler un peu paradoxal, mais c'est une valeur en tant que telle que le partage culturel et le rapprochement. Et je pense que c'est ça l'importance de la politique d'interculturalisme. C'est pas seulement vivre chacun dans son coin, c'est aussi partager et échanger entre les diverses communautés.
Et cette valeur-là n'a pas un nom comme la liberté d'expression ou l'égalité des sexes, mais elle est en soi une des valeurs qui doit être promue au travers de l'interculturalisme. Est-ce que parmi les valeurs communes, il y a d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs démocratiques? Je peux vous demander à quoi vous faites référence? Ben écoutez, je sais pas, supposons des valeurs de développement durable, des concepts plus larges que des valeurs démocratiques. Ben ça, je pense que c'est à la société québécoise d'en décider quelles sont ces valeurs communes-là. Est-ce que le développement durable devrait en faire partie ou pas? Je peux vous donner mon opinion personnelle, moi, en tant que citoyen, mais c'est pas vraiment à moi d'en décider. Je pense que les valeurs de base qui doivent être promues sont vraiment les valeurs démocratiques, la langue française et cette nécessité d'échange-là, le développement durable ou autre truc plus spécifique. Je crois que c'est à la société québécoise d'en décider. Vous avez débuté en parlant des deux malaises. Et puis, on a discuté également du rapport majorité-minorité. Croyez-vous que le point qui est soulevé par M. Bouchard au niveau du lien majorité-minorité qui devrait être intégré dans le cadre du concept d'interculturalisme est en fait une source du malaise éprouvé par la majorité francophone dans le cadre de vos études? Je ne suis pas certain de comprendre votre question, mais si je comprends bien, c'est est-ce que le Québec se perçoit comme un groupe minoritaire à l'intérieur du Canada insécure, et c'est ça qui pousse à ce malaise, c'est ça? Effectivement. Oui, absolument. Je pense que c'est en grande partie la différence fondamentale dans la façon dont les Québécois et les autres Canadiens approchent la diversité ethnoculturelle. Les Québécois sont, dans l'ensemble canadien, dans l'ensemble nord-américain, une minorité linguistique, une minorité culturelle. Et nécessairement, un groupe insécure qui doit accueillir l'autre est dans une situation beaucoup plus difficile qu'un groupe qui se croit majoritaire, qui se croit fort et qui ne se sent pas menacé. À mon avis, c'est absolument là la différence fondamentale dans la façon dont les Québécois et les autres Canadiens adressent la diversité ethnique et l'immigration. Oui. Lorsque vous parlez d'un geste fort, est-ce que vous pensez nécessairement à la codification de l'interculturalisme dans le cadre d'une loi, exemple dans la loi sur l'immigration? Je ne crois pas qu'elle devrait être sous une autre loi. Ça devrait être la loi ou la politique d'interculturalisme. Elle ne devrait pas faire partie de la politique d'immigration. Ça devrait être un document qui transcende les questions d'immigration. Donc, ça devrait constituer une des valeurs de la société québécoise? Absolument. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Oui. OK. Donc, au même titre, peut-être que de la codifier à l'intérieur de la Charte des droits et libertés de la personne. Ça pourrait être une avenue intéressante, oui. OK. Merci, Monsieur le député. Ça met fin à nos échanges. Donc, Monsieur Bilodeau, je vous remercie pour l'apport aux travaux de la commission et je suspends les travaux jusqu'à 16 heures.